Les opportunités d'affaires en Afrique du Sud au menu d'un forum d'échange aujourd'hui à Abidjan. L'initiative est de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Quelle fusion pour les rédactions de RTI 1 et RTI 2? Comment redynamiser les journaux télévisés? Autant de questions au centre du séminaire initié par la télévision nationale à Grand-Bassam. Bienvenue, bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. La Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec l'Afrique du Sud. Les autorités des deux pays échangent aujourd'hui sur les débouchés commerciaux. Une rencontre pour également instruire les éventuels investisseurs ivoiriens sur les opportunités d'affaires en Afrique du Sud. C'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les explications de Michel Digré. L'Afrique du Sud peut se targuer d'avoir l'économie la plus avancée et la plus diversifiée du continent. Ces infrastructures rivalisent avec celles des nations les plus développées du monde. Ce sont autant d'atouts que la nation arc-en-ciel veut faire profiter aux investisseurs ivoiriens. L'Afrique du Sud est un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire. On a des liens historiques très forts avec l'Afrique du Sud. Quand on regarde le niveau des échanges avec l'Afrique du Sud, on estime qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous, notre vision en partageant cette journée n'est pas seulement de venir dire voilà ce que l'Afrique du Sud a. C'est vrai que nous avons eu des infrastructures très développées, et nous avons des industries minières à la pointe sur le plan mondial, etc. Mais en même temps, nous disons que toutes ces choses-là sont là. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut donner en retour? Pas forcément que les compagnies sud-africaines viennent en Côte d'Ivoire, mais que les Ivoiriens aussi puissent y aller pour échanger sur ce plan. Le développement de l'Afrique du Sud ne s'est pas fait sans les femmes. Leur contribution à l'émergence de ce pays a également animé les débats. Ce sont des femmes battantes. Je veux dire que l'image de la femme battante sud-africaine est équivalente à celle de la femme ivoirienne battante. Il y a eu la marche des femmes de Bassam au départ. Elles se sont battues aussi pour pouvoir avoir la libération de leurs époux et autres. Dans son rapport de la compétition mondiale 2012-2013, le Forum économique mondial a classé l'Afrique du Sud deuxième pays mondial pour la fiabilité de ses institutions privées et troisième pour le développement de son marché financier. Fini le manque d'ouvrages et de matériel de bureau à la bibliothèque de la commune de Yopougon. La bibliothèque de la plus grande commune de Côte d'Ivoire fait aujourd'hui peau neuve et devient un cadre propice à la lecture. Elle vient d'être réhabilitée et équipée par l'ex-ambassadeur américain en Côte d'Ivoire, Philippe Carter III. On fait le point avec Grace Kando. La bibliothèque municipale de la commune de Yopougon n'existait que de nom avant sa réhabilitation. Une bibliothèque qui a subi les dégâts collatéraux liés à la crise post-électorale. Il y avait un manque de matériel informatique, de tables et de chaises pour recevoir les lecteurs. Toutes les personnes qui désiraient s'abonner venaient prendre les informations, mais on n'avait pas le matériel pour les recevoir. Aujourd'hui, toutes ces préoccupations sont devenues de vieux souvenirs. Une bibliothèque entièrement équipée vient d'être mise à la disposition de la population, dont de l'ex-ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Philippe Carter III. Nous savons que quitter Yopougon pour les rivières va prendre un certain temps. Nous avons décidé d'amener nos ressources vers vous. Aujourd'hui, nous faisons don de plusieurs livres à la bibliothèque municipale de Yopougon. Une action que saluent les autorités communales. Le premier magistrat Gilbert Kafana exhorte par ailleurs ses administrés à fréquenter cette nouvelle bibliothèque. J'espère sincèrement que chacun d'entre vous fera l'effort pour faire en sorte que cette bibliothèque soit animée et qu'elle s'agrandisse. C'est de votre envie de lire, de vous informer que dépendra le succès de cette bibliothèque qui, petite aujourd'hui, nous l'espérons, sera bientôt une grande bibliothèque. La bibliothèque municipale dispose de toutes sortes d'ouvrages et genres littéraires. D'autres bibliothèques également sont prévues dans d'autres quartiers de la commune de Yopougon.
Le manioc et ses dérivés, notamment l'atiéké et l'amidon, constituent des activités génératrices de revenus chez les femmes de la commune de Yopougon, principalement dans le village de Kouté. Mais leur tâche n'est pas aisée. Elles sont confrontées quotidiennement aux difficiles conditions de travail. Laetitia Manglé. Kouté, un village de 30 000 âmes au cœur de Yopougon. Comme dans tous les villages à Tchan, la fabrication d'atiéké, ce moule de manioc cuit à la vapeur, est la principale activité de la gente féminine. Une activité qui permet ici à de nombreuses femmes d'assurer la pitance quotidienne. Atiéké, quand on tâche commencer par l'hiver, à les clients de communes de Yopougon, Ouassakara, Marché, Siporek, ça marche, c'est que si ça va. On se décourage, on est dessus. On a des commandes sur la France, on a des commandes sur les autres pays, au Niger, même au Burkina. Donc quand les gens passent des commandes, donc nous préparons en coopérative. En plus d'être génératrice de revenus pour les tenantes de l'activité, la fabrication d'atiéké profite aussi à ces jeunes qui travaillent comme contractuels au sein des coopératives. Je travaille ici sur contrat. Ma soeur, elle prépare, mais moi, je mets dans les sacs pour livrer aux clients. Elle peut nous payer 1500 par jour. Si ça va, elle peut nous payer 2000. À Kouté, l'atiéké n'est pas le seul dérivé du tubercule manioc. Pour être plus rentable, les résidus sont aussi mis à profit. C'est le reste de l'atiéké qu'on appelle gongonte. C'est ça. Maintenant, ça, c'est l'amidon. Après avoir serré l'atiéké, c'est l'eau, quand l'eau sort, en bas, on retrouve de l'amidon. Il y a les femmes qui viennent payer une boîte de tomates à 300 francs. Avec une telle ingéniosité, l'autonomie financière est une garantie pour les femmes de Yopougon-Kouté qui sollicitent toutefois les autorités municipales pour la modernisation de leur activité. Un tout autre sujet à présent, la Côte d'Ivoire se prépare à passer au numérique conformément aux recommandations de l'Union internationale des télécommunications. À cet effet, un atelier ouvert aujourd'hui se tient à Abidjan pour, entre autres, permettre au pays hôte de corriger son retard. L'UIT, faut-il le rappeler, demande aux radios et télévisions de ses États membres de mettre fin à la transmission analogique pour utiliser le numérique d'ici à 2015. Hamza Diaby. La télévision numérique, une évolution technologique indispensable selon les experts. Véritable enjeu de civilisation et de développement, surtout en Afrique, l'Union internationale des télécommunications demande à tous les pays de passer de l'analogique au numérique d'ici 2015. Une transition qui se fera avec l'appui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Notre souhait est que cet atelier national d'information sur la transition numérique soit l'occasion d'accélérer au niveau de la Côte d'Ivoire les activités entrant dans le cadre de la transition numérique, notamment la rédaction des textes juridiques devant régir le paysage audiovisuel. Un processus auquel l'État de Côte d'Ivoire accorde un réel intérêt. L'occasion est opportune pour réaffirmer le grand intérêt que le gouvernement attache au processus de migration vers la TNT, parce que convaincu et conscient de ce que la télévision numérique incarne l'avenir. C'est pourquoi l'ensemble du gouvernement est mobilisé pour faire avancer notre pays sur ce chantier de la modernité. À l'issue de cet atelier de 2 jours, des recommandations à l'attention des autorités nationales sont attendues pour une migration vers le numérique réussi. Les décideurs de la radiodiffusion télévision ivoirienne sont en séminaire à Grand-Bassam. 3 jours de réflexion autour de la fusion des rédactions de RTI 1 et RTI 2. Au menu également, l'élaboration de stratégies pour redynamiser les journaux télévisés. On retrouve Hamza Diaby. Les journaux télévisés de RTI 1 et RTI 2 au centre d'un séminaire à Grand-Bassam. Les professionnels de l'information auront 3 jours pour faire leur autocritique. Ils devront en plus proposer des solutions qui permettront aux rédactions d'être crédibles, dynamiques et unifiées. Pour le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, il s'agit d'une démarche qui devra à terme aboutir à une mutualisation des compétences des 2 rédactions. Le caractère dynamique de notre activité rend indispensable ces rencontres périodiques pour nous assurer que les objectifs que nous sommes assignés répondent aux attentes du public. J'ai moi-même pris l'engagement lors de ces dernières assises de mettre un accent particulier sur la mise en œuvre des réformes,
En ce sens, plusieurs ateliers s'attelleront à faire le point de ce qui a été fait. C'est d'abord et avant tout une affaire de démarche, une affaire de méthodologie. Il est très important qu'on puisse, une fois qu'on a pris une stratégie, faire le bilan, savoir ce qui a marché, savoir ce qui n'a pas marché. Le représentant du ministre de la Communication, Begré Guillaume Mathias, salue cette initiative qui permettra encore à la RTI d'effectuer un bond qualitatif. Il apparaît évident que la volonté de faire toujours plus et mieux que par le passé est l'une des particularités de la direction générale. C'est pourquoi je suis convaincu que le présent séminaire sera sanctionné par des résultats probants. Ils permettront à la RTI d'être constamment en adéquation avec la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Les participants devront à l'issue du séminaire proposer une organisation qui permettra d'offrir aux téléspectateurs des journaux crédibles et dynamiques. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est également l'Afro-Basket 2013 avec la forte mobilisation des acteurs, notamment le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, les entreprises partenaires et les forces de l'ordre. Il y a également d'autres éléments qui occupent une position essentielle. On n'en parle malheureusement pas assez. Ce sont les jeunes volontaires recrutés justement par le ministère des Sports et Loisirs pour le bon déroulement de l'événement. Reportage. Environ 300 jeunes volontaires mobilisés pour le bon déroulement de l'Afro-Basket 2013 à Abidjan. Ils ont en charge, entre autres, le secourisme, la gestion de la billetterie, l'interprétariat et l'escorte des différentes délégations. Sans salaire ni indemnité, ils offrent leurs services par simple dévouement. Nous sommes secouristes de formation, donc nous aidons les docteurs. C'est de m'assurer que les gens ont vraiment les tickets qu'il faut et qu'il n'y a pas de fraude et qu'il y ait de l'ordre dans les stades. C'est un recrutement sélectif du ministère ivoirien de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Certains ont déjà été volontaires dans des tournois dont l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, l'OASU 2013. D'autres, par contre, font leur première expérience. C'est la première fois, la tâche c'est de nettoyer le terrain quand les joueurs glissent et puis aussi de ramasser les balles quand elles sortent du terrain. Les horaires varient entre 8h et 20h, les 3 repas quotidiens gratuits et des bus mis à leur disposition pour les ramener dans leurs communes respectives après les différents matchs. Outre l'Afro-Basket 2013, les jeunes volontaires recrutés sont unanimes. Ils se disent prêts à s'investir dans les autres compétitions organisées par la Côte d'Ivoire, dont le prochain championnat du monde de taekwondo. Et toujours concernant le sujet, rappelons que les demi-finales vont se tenir demain, vendredi 30 août. Au Palais des Sports de Trècheville, les vaillants éléphants basketteurs vont affronter la formation angolaise à 18h30. Un peu plus tôt, c'est-à-dire à 16h, l'Égypte va rencontrer le Sénégal. Situation sécuritaire catastrophique à Bangui, en Centrafrique. Des milliers de personnes se sont réfugiées hier à l'aéroport international de la capitale. Elles ont été en partie évacuées par des soldats français et la force africaine en Centrafrique, la MISCA. L'insécurité règne dans le quartier jouxtant l'aéroport, quartier considéré comme un fief de l'ancien président François Bozizé. Une piste d'atterrissage transformée en terrain de football. Par groupe de dizaines de personnes, des habitants du quartier Boeing et de ses environs ont envahi dans la nuit de mardi à mercredi l'aéroport de Bangui. Ils disent avoir fui les exactions de la Séléka, l'ancienne rébellion, et cherché refuge à proximité de l'armée française qui sécurise les installations. Ces familles campaient mercredi dans des conditions précaires. Le nombre de personnes variait entre 1000 et 4000 selon les sources. Pour manifester leur colère, les occupants ont barré la piste avec des branches d'arbres, conduisant les autorités aéroportuaires à annuler tous les vols. Ils ont également lancé des slogans hostiles au président Jotodia. Notre préoccupation la plus majeure est le départ de Jotodia, parce qu'il n'a plus le talent qu'il faut pour gérer le pays. Depuis l'arrivée au pouvoir de Michel Jotodia, porté par la rébellion de la Séléka en mars dernier, l'insécurité demeure à Bangui.
D'ex-rebelles font régner la terreur dans certains quartiers, malgré les opérations de désarmement menées par la FOMAC, la force multinationale d'Afrique centrale, auxquelles participaient jusqu'à maintenant des membres de la Séléka. C'est même une opération de ce genre mardi soir qui, selon les habitants du quartier Boeing, aurait mal tourné. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. En réalité, il ne s'agit pas de désarmement. Des individus sans foi ni loi qui rentrent chez vous, s'emparent de tout, vous bastonnent et se livrent à toutes sortes d'exactions en toute impunité. Nous voulons qu'une solution soit rapidement trouvée pour que la paix revienne enfin dans le pays. Sous les différents régimes que nous avons connus, nous n'avons jamais vécu pareille situation. Ce jeudi, des personnes déplacées ont été évacuées par la force africaine qui a fait usage de gaz lacrymogène, mais il reste encore des familles à l'aéroport. Les habitants du quartier Boeing ne veulent toujours pas retourner chez eux de peur de subir à nouveau les violences et les pillages des groupes armés. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTI2, bien sûr.